Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h31, merci d'être avec nous. Je vous rappelle notre numéro qui est essentiel parce que vous pouvez intervenir tout au long de ces 2 heures, entre 10h30 et midi et demi. 0826 300 300, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être avec nous pour témoigner, pour partager vos remarques autour de l'actualité, pour réagir aussi aux propos de nos invités. Espace de liberté, de débat entre 10h30 et midi et demi. Débat justement entre 11h et midi, notre jeudi politique. Comme tous les jeudis, nous recevrons 3 députés. Vous savez, Sud Radio, le jeudi, c'est un peu l'annexe de l'Assemblée nationale. Nous regarderons de l'actualité ensemble. Parmi les sujets abordés à partir de 11h tout à l'heure, la volonté de Gérald Darmanin d'inscrire au fichier des personnes recherchées tous les étrangers faisant l'objet d'une OQTF et sa volonté de créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Vous voulez vous mêler au débat, je vous rappelle notre numéro 0826 300 300. Et puis 36 députés de la majorité demandent des sanctions contre les élus participant à des manifestations interdites. Qu'en pensez-vous? Là encore, ça fait débat et je vous propose de réagir. Les dérives sectaires ont bondi, plus 33% entre 2020 et 2021, plus 86% par rapport à 2015, 4000 signalements enregistrés par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, médecine alternative, promesses de bien-être, de spiritualité, emprise mentale, embrigadement des enfants, pseudo-guérisseurs, les gourous prospèrent, nous allons en parler, avec Sonia Backès, qui est secrétaire d'État à la citoyenneté, chargée entre autres de la lutte contre les dérives sectaires. Et Sonia Backès est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez été victime vous-même d'une secte. Je le sais, et je m'adresse à nos auditeurs, 0826 300 300, vous avez été victime d'un gourou, pourquoi pas, et les médecines alternatives, j'ai envie qu'on en parle, si vous le souhaitez, vous réagissez, 0826 300 300. Entre midi et midi et demi, toute autre chose, nous recevrons Jérémy Thomas, c'est un apiculteur spécialisé dans la régulation des insectes nuisibles. Pourquoi tant de guêpes et de frelons cette année? Que faire? Jérémy Thomas, très suivi sur TikTok, vous aidera, répondra à toutes vos questions, 0826 300 300. Sonia Backès, parlons de ces dérives sectaires qui en sont en forte augmentation. Forte augmentation, pourquoi ? Alors effectivement, d'abord, les chiffres sont inquiétants parce qu'on sait très bien que les signalements, les 4000 qui ont été signalés à la Miviludes, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a toute une partie qu'on ne voit pas, qu'on ne signale pas. Il y a quelques années, on avait estimé à 500 000 personnes le nombre de personnes qui étaient touchées par des dérives sectaires. Donc l'évolution du nombre de signalements est très inquiétante. Ensuite, parce que vous avez commencé à en parler, les modalités évoluent. On est passé des multinationales de la spiritualité, Scientologie, Témoins de Jéhovah, qu'on connaît depuis très longtemps, à ce qui est appelé dans le rapport des dérives sectaires à l'état gazeux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gazeux. En fait, on a des gourous qui apparaissent sur la toile, qui disparaissent, qui apparaissent, qui font un peu d'argent, parce qu'évidemment ils vous vendent quelque chose qui a un intérêt financier souvent. Parce que l'argent c'est toujours le fonds de commerce. Pas toujours, mais souvent, ça arrive souvent qu'à la fin on vous demande de l'argent quand même. C'est-à-dire que très rapidement ça se transforme, la spiritualité se transforme en un enjeu financier. Et puis quand ils voient qu'ils sont un peu ennuyés par l'État, ou ils disparaissent, ils réapparaissent sous une autre forme avec d'autres sujets, d'autres moyens de vulnérabilité, enfin d'autres entrées de vulnérabilité sur les Français, et on a une évolution du coup globalement du paysage. Bien, emprise mentale. Ça s'est accéléré avec le Covid, évidemment. Oui, oui ou non? Oui, ça s'est accéléré. Enfin, c'est ce que voit le rapport. Beaucoup de citoyens se sont un peu repliés sur eux-mêmes, ont eu moins de vie sociale. Donc automatiquement sont plus facilement vulnérables. C'est ça. Deux raisons qu'on imagine. La première, vous l'avez évoqué, c'est le confinement. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés chez eux, enfermés, donc sur les réseaux sociaux peut-être beaucoup plus, avec en plus une recherche de bien-être, d'être rassurés sur le plan sanitaire, etc. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le fait de remettre en question la science. C'est-à-dire qu'en fait, cette capacité qu'on a eue, qui a été pendant la période Covid, de remettre en question le fait scientifique. Il y a eu un moment où finalement, on a traité de la même manière un scientifique qui dit, bah oui, la chimiothérapie, la radiothérapie, ça soigne le cancer, pas toujours.
mais quand même ça arrive, alors que le jus de légumes, non. Et ça, en fait, il y a un certain nombre de gens qui ont traité ces informations de la même manière. C'est-à-dire que la science n'est pas une croyance, la science, c'est des faits scientifiques qui sont prouvés, et on ne peut pas traiter de la même manière que le charlatanisme, les versions alternatives de certains charlatans. Donc beaucoup de saisines concernaient la santé en général, d'autres le complotisme aussi. Qu'on a retrouvé, complotisme, secte. Ouais, alors en fait, c'est pas exactement phénomène sectaire, c'est pas tout à fait la même chose, non. Souvent, en fait, le complotisme est la porte d'entrée vers les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'en fait, le complotisme, il pose un certain nombre de principes, de dire le système globalement, que ce soit le système de santé, les valeurs de la République, etc., ne répond pas à vos attentes, et donc ça commence comme ça c'est le complotisme. On est en train d'inventer des histoires qui prouvent qu'en fait il y a un contre-système, que voilà. Et derrière on rentre par ce biais-là pour finalement amener une emprise mentale, une emprise financière, psychologique. Sur les fidèles, embrigadement des enfants, enfin c'est classique. C'est ça qui est très inquiétant. C'est le cheminement classique. On pousse ceux qui sont sensibles à ces thèses-là à se séparer de son environnement. C'est ça. On pousse chacun à se séparer de son environnement, et puis les exigences financières arrivent. C'est ça. En bout de course, toujours. Et au final, ça génère parfois des grands malheurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se coupent souvent de leur entourage, qui se coupent de la société en général, qui finalement croient dans des thèses hallucinantes. Alors tant que chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut. Le problème, c'est quand c'est fait sous emprise et qu'au final, effectivement, ça a des conséquences. Alors sous couvert de coaching, le chamanisme, de psychospiritualité, psychospiritualité. Ouais, c'est ça. Il y a tout un tas de nouveaux mots qui ont été inventés. Et d'ailleurs, on a reçu Doctolib. Vous savez que Doctolib, c'était un des points d'entrée. Il y avait un certain nombre de naturopathes, entre guillemets, qui y étaient. On a fait, grâce à la discussion qu'on a eue avec Doctolib, déréférencer 6000 praticiens qui n'étaient pas reconnus par l'État, dont certains étaient des charlatans. Et Doctolib a accepté de déréférencer, maintenant de ne référencer que ceux qui sont reconnus par l'État. Avec YouTube, évidemment, c'est plus facile de sensibiliser des êtres un peu fragiles, des hommes ou des femmes un peu fragiles. Bien sûr, et puis les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle manière que quand vous vous intéressez à quelque chose, on vous présente plus que ça. Oui. Et donc il suffit que vous ayez un intérêt à un moment donné pour le respirianisme ou le crudivorisme, vous vous intéressez à ce que c'est, et là on va vous proposer plein de vidéos, plein d'outils. L'idée, c'est de vous isoler. Oui, c'est ça. Vous isoler pour ensuite pouvoir... Vous isoler pour pouvoir avoir une influence. Voilà, c'est ça. Une emprise. C'est ça. Et vous mettre en danger derrière. Et vous mettre en danger. Vous-même, vous avez été victime de ça. Oui, moi j'étais jeune. C'est ma maman qui est rentrée en scientologie quand j'avais 9 ans. J'ai pas de compte à régler particulier. Simplement, je sais très bien comment on rentre. Comment en fait... ils amènent les... Comment votre maman a été... Un test de personnalité dans la rue. Un test de personnalité. Alors, le test de personnalité permet à l'organisation de voir quelles sont vos failles, vos vulnérabilités. Là, c'était le divorce de mes parents, peu importe. Ça peut être n'importe quel sujet. Classique. Du coup, on vous dit, ah non, mais vous avez un problème sur le sujet, on va vous aider par telle formation, tel coaching, tel accompagnement. Et là, vous rentrez, vous commencez à payer. Et puis, on vous donne le niveau d'au-dessus parce que... Et petit à petit... Vous devenez cadre de la secte. Et puis on vous amène petit à petit un vocabulaire différent qui fait que vous vous sentez bien dans cet univers-là et mal à l'extérieur. Et c'est ça qui fait le fait que les gens, finalement, se replient sur eux, quittent le reste de la société, leur famille, se retrouvent complètement isolés parce que c'est un vocabulaire particulier. Et ça fait souffrir toute la famille. Vos parents ont divorcé, votre père était resté en Nouvelle-Calédonie, vous-même, vous étiez avec votre maman, et vous avez été vous-même, évidemment, embrigadé à l'école de la secte. C'est ça, l'école de l'éveil qui était à Paris, qui d'ailleurs a été fermée par l'État, ça fait partie des décisions. Et comment ça fonctionnait dans cette école? Alors c'était tout simplement, on avait des cours en polycopier parce que pas de prof, et en fait pour valider les polycopiers qu'on avait lus, on passait devant ce qu'ils appellent un électromètre. Qui est un genre de détecteur de mensonges qui en fait nous faisait dire si oui ou non on avait bien travaillé les polycopiers. Enfin ça paraît... ça paraît fou. Évidemment, ça paraît complètement hallucinant, mais quand on a 9 ans, 10 ans, et que c'était ma maman qui était directrice de l'école, donc on remet pas ça en cause. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle très important, et ça c'est ce sur quoi on va travailler, sur le signalement des proches. On voit son voisin, son ami, sa famille partir là-dedans.
je pense que rien que le fait de dire attention, tu sais, voilà ce qui existe, voilà ce que cette personne-là a fait. Parce que ce qui est très difficile, c'est de quitter, de sortir de ce phénomène, de sortir de la secte. Vous-même, vous avez été obligé de fuir la Grande-Bretagne sans un sou pour fuir la secte. Non, mais en fait, le plus difficile, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une forme de zone de confort et les gens ont vraiment du mal à quitter cette zone de confort et à partir parce que ça les met en danger. Ils se sentaient bien dans cette organisation. Ça remet en cause aussi ceux qui les ont fait rentrer dedans, parce que souvent, c'est quelqu'un qui les a amenés, donc ça oblige à couper avec ces personnes-là. Donc c'est très violent et je pense que vraiment, on a besoin, c'est pour ça qu'on va faire des assises des dérives sectaires et du complotisme en début d'année prochaine, parce qu'il y a des outils à créer pour accompagner les gens, d'une part à la prise de conscience, parce que la première chose, c'est de comprendre qu'on est dans une secte, ce qui n'est pas toujours facile, et ensuite d'aider à en sortir. Et d'aider à en sortir. Bien. Je voulais, parce que je sais combien vous êtes attaché à la citoyenneté française et attaché à la France. La France au sens large, évidemment. Gérald Darmanin a dit ce matin que tous les étrangers qui veulent un titre de séjour devront passer un examen de français. S'ils ne le réussissent pas, ils s'en iront. Ils s'en iront. C'était pas le cas. Non, j'ai l'impression. Non, mais ça paraît surprenant. Non, c'était pas le cas. Il y avait, Sonia Backès. Je sais que vous travaillez auprès de Gérald Darmanin. Bien sûr. Oui, c'était pas le cas. En fait, c'était pas le cas. Il y avait l'obligation de suivre un certain nombre d'heures qui n'étaient pas validées par un examen. Mais vous savez, la réforme qui est portée par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, que nous partageons évidemment, elle porte sur deux parties. D'abord, le fait que les Français en ont ras-le-bol de se retrouver dans une situation où on a des étrangers qui commettent des crimes, et ça a été dit, des délits. On a 7% d'étrangers en France, 19% des délits qui sont commis par des étrangers. Ça, c'est plus supportable par les Français. Donc, les gens qui sont étrangers, qui ont commis des délits, ils doivent plus être sur le sol français. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est tous fiers des étrangers qui sont intégrés, qui sont fiers, qui parlent bien français, qui sont fiers du drapeau. Moi, je suis moi-même fille d'immigrés. Donc, on est fiers de la réussite d'immigrés qui finalement, eux-mêmes disent à quel point la France les a aidés. On est fiers de ça. Et l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des valeurs de la République, c'est un élément majeur de l'intégration. Et je pense que si on veut que petit à petit, on ait une meilleure acceptation, il faut, excusez-moi, mais mettre dehors ceux qui n'ont rien à faire sur le sol de la République et par contre mieux intégrer ceux qui ont vocation à y rester. Les mettre dehors, ce n'est pas si facile et j'aurai l'occasion évidemment d'en reparler. Encore une fois, Gérald Darmanin va bientôt venir ici et dialoguer avec moi et avec tous nos auditeurs au 0826 300 300. Mais Sonia Backès, tous les étrangers qui veulent un titre de séjour, c'est-à-dire que si je dépose une demande où je serai obligé de passer un examen de français. Ah oui. Et d'avoir un certain niveau. Oui, encore une fois, je pense que... vous savez, l'intégration, c'est des deux côtés. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement l'étranger soit intégré, mais il faut aussi que les Français intègrent les étrangers. Et pour ça, le partage de la langue, le fait d'avoir un étranger qui parle la langue, c'est un élément d'intégration majeur. Eh bien, merci Sonia Backès. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci d'être passé avec nous. Je sais combien vous êtes attaché encore une fois à la République française, peut-être parce que vous avez beaucoup j'ai eu peur de la perdre. Vous avez eu peur de la perdre en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie? Bien, les discussions commencent sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, je suis attachée à la République parce que j'ai eu peur de la perdre par trois référendums. Donc aujourd'hui, les Calédoniens ont décidé de rester français. Maintenant, il faut savoir dans quel statut, dans quelle place dans la Constitution française on va rester. Bien, merci beaucoup Sonia Backès. Il est 10h45, 11h moins le quart. Merci de nous suivre, de nous accompagner. Vous réagissez 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'information que nous confirmait Sonia Backès il y a un instant, je le rappelle, Sonia Backès est secrétaire d'État à la citoyenneté, elle travaille avec Gérald Darmanin, c'est que tout étranger qui voudra obtenir un titre de séjour devra passer un examen de français. Et s'il ne le réussit pas, eh bien cet étranger devra s'en aller. C'est tout à fait nouveau et j'aimerais votre réaction. 0826 300 300. Nous allons en savoir plus et entre 11h et midi, évidemment, j'interrogerai nos députés sur ce sujet et d'autres et je vous attends. Bien, nous parlions des sectes il y a un instant. Là encore, j'attends vos témoignages, mais nous avons le témoignage d'Alban qui est avec nous. Bonjour Alban.
Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si ça marche très très bien sur le plan technique. On va améliorer la liaison. Mais Alban, vous avez été approché par une secte, la secte Ashram Shambhala. C'était il y a une dizaine d'années. À l'époque, lorsque vous avez été approché, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure avec Sonia Baquès. À l'époque, vous aviez peu d'amis et vous étiez juste avec votre famille, proche de la famille, c'est cela ? C'est ça, oui. En fait, j'avais un magasin et que j'avais dû laisser quelques mois avant. Donc, il y avait une période où, effectivement, plutôt de solitude, effectivement, comme vous disiez. Oui. Bien. Et la secte vous a approché. Comment vous a-t-elle approché ? Alors, au tout début, ça a été via un message Facebook, comme ça, tout simplement. Et puis après, j'ai vu la personne donc en direct, donc c'est-à-dire l'événement Facebook. Enfin, l'événement Facebook. Non, le message Facebook m'annonçait un événement auquel j'ai participé. Puis après, j'ai vu donc une personne responsable de la secte en direct. Voilà, une personne responsable de la secte. Comment s'est-elle présentée ? Comment était-elle ? Elle s'est présentée comme une chamane sibérienne, alors que c'était une personne sud-américaine. Et elle s'est présentée, oui, comme ayant un parcours de vie assez exceptionnel, avec des choses très qui suscitaient l'imaginaire beaucoup, l'idéal, le rêve un peu, en disant qu'elle avait vécu des choses miraculeuses. Oui, c'est une séduction intellectuelle, quoi. Il y avait tout de suite la volonté de séduire, de vous séduire. Oui, et pas seulement intellectuellement, pour le coup, puisqu'il y avait beaucoup de sensualité, un rapport de séduction un peu dans l'ensemble, que ça soit vraiment globalement. Oui, et donc elle vous a embarqué, et elle vous a embarqué où, Alban ? Où, j'ai envie de dire, dans une spirale incroyablement... comme le tambour d'une machine à laver en essorage, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'image qui m'est venue quand vous m'avez demandé au départ où. Oui. Mais sinon, où, un peu aux quatre coins du monde. C'était une secte à l'origine russe, donc il y avait toute on vantait beaucoup le miracle des montagnes de l'Altaï, des choses comme ça. Mais comme ils avaient des problèmes avec les autorités russes, toutes les activités se passaient maintenant dans d'autres pays. Donc il y avait plein de différentes activités aux quatre coins du monde, finalement. Et vous êtes allé assister, attiré par cette jeune femme, vous êtes allé assister à des séances. Oui. Puis elle m'a assez rapidement, parce qu'ils étaient très peu implantés en France, du moins officiellement, et assez rapidement, dès la première fois où je l'ai vue, le premier week-end, elle m'a demandé d'organiser des choses pour elle et pour les autres personnes de son école de chamanisme, entre guillemets. Donc je me suis retrouvé responsable finalement de la secte en France sans avoir encore participé à des activités vraiment entre adeptes comme il les faisait dans d'autres pays. Mais que vous a-t-elle demandé d'organiser, Alban ? Des stages de chamanisme. Enfin, c'était vraiment annoncé au départ comme du chamanisme. Il y avait aussi beaucoup de tantra, de yoga dans ce qui était annoncé, mais le mot générique, c'était chamanisme. Oui, le mot générique, c'était chamanisme. Et évidemment, c'était payant tout ça. Oui. Alors, les prix français étaient d'abord assez raisonnables, mais après, si on voulait prolonger, si on voulait des soins, comme elle disait, ou des travaux individuels avec elle, les prix étaient exponentiels, c'est-à-dire ça commençait à 80, puis ça allait à 200, puis 500, puis ça pouvait aller jusqu'à 10 000 euros au maximum. Oui. Mais plus on avançait, plus avec elle, plus on la connaissait, plus c'était elle qui sollicitait, qui proposait, mais plus ça allait, plus les prix étaient très hauts. C'était un envoûtement, une sorte d'envoûtement. Oui, sûrement, oui. Puis quelque chose en plus où avec une mythologie assez incroyable de dire que eux, ils étaient spirituels, mais que donc un peu un truc qu'on retrouve dans certaines spiritualités orientales, c'est-à-dire que l'être spirituel, il peut pas gagner de l'argent dans le monde de maintenant, donc il a besoin de gens riches pour lui donner l'argent, parce que c'était nous, on a la spiritualité et vous avez l'argent, on peut vous aider avec la spiritualité, vous pouvez nous aider avec l'argent. Alors, vous avez participé à des stages en France et ailleurs. Lors de ces stages, vous vous leviez tôt, vous ne mangiez presque pas, vous pratiquiez des activités physiques intenses. Et puis, les chamans vous rabâchaient toute la journée des concepts vagues et peu intéressants. Il y avait de la musique aussi, je crois, de la musique techno très forte, une forme de lavage du cerveau.
Ah oui, totalement, parce qu'en plus, on dormait quasiment pas, on mangeait quasiment pas, et le peu, quand on pouvait enfin manger quelque chose, il nous faisait un discours culpabilisant en se mettant physiquement juste derrière nous. Donc, c'était vraiment tout fait pour qu'on mange très peu, qu'on dorme très peu et qu'on réfléchisse très peu, puisqu'ils n'arrêtaient pas de nous parler pour nous dire en plus des choses, des inepties, quoi, des choses ou des évidences ou des trucs nébuleux. Vous n'arrivez plus à prendre de recul. Vous étiez embarqué totalement. Totalement, parce qu'en plus, il y a ce fait que déjà, on nous dit que on a la vérité dans l'école de chamanisme, et puis que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avant que j'arrive, c'était que on nous dit que la société est dans l'erreur et tout, et donc il faut rejeter, il faut s'isoler entre nous, parce que nous, on a la vérité donc du chamanisme qui était présentée comme l'origine de toutes les spiritualités, donc l'origine vraiment de toute la transcendance dans le monde, de la grande vérité avec un grand V. Et on est tout le temps sollicité par d'autres personnes de l'organisation qui sont aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que la cantine est très tôt, les personnes qui sont à l'Est, et puis après les personnes qui sont à l'Ouest. Donc effectivement, on est tout le temps pris là-dedans, et c'est de pire en pire, et c'est une boule de neige qui ne s'arrête pas. Et qui... Pour vous en sortir, il a fallu... Heureusement, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé amoureux et ça vous a permis tout à coup de devenir lucide. Oui, et puis de rompre surtout ce lien, cette emprise qu'avait cette personne sur moi à tous les niveaux, un peu, hein, aussi bien sentimental qu'intellectuel, dans tous les jours, parce que je travaillais pour elle, même si c'était un travail que je faisais pour ma part bénévolement, mais on travaillait pour elle à plein temps. Donc. Est-ce que cette secte continue de prospérer, Alban ? Alors assurément, dans les autres pays, en France, c'est un peu vague parce que depuis le confinement, j'ai pas vu trop de choses, en tout cas qui soient officiellement de personnes que j'identifie comme étant de la secte. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui se font de plus en plus maintenant dans des groupes privés, par exemple sur les réseaux sociaux, tout ça, donc il y a moins de visibilité. Et puis effectivement, comme on disait aussi, enfin comme vous disiez tout à l'heure aussi, ces gens changent tout le temps de nom, ils changent aussi d'approche dans ce qu'ils présentent, donc c'est difficile de les tracer et de vraiment les identifier. Donc, mais il y a un site qui est très bien fait sur ce mouvement où on retrouve les identités réelles de toutes les personnes influentes dans le mouvement avec tous les pseudos qu'elles peuvent utiliser, même si elles ont pu en utiliser encore des nouveaux maintenant parce que c'est un peu sans fin. Hein. Bien évidemment. Mais en tout cas, ils prospèrent sur le continent américain toujours, et puis en Europe de l'Est, en Australie, enfin dans pas mal de pays. Dans le monde entier. Merci Alban. Merci d'avoir témoigné. Vous avez été vous-même victime d'une secte. Vous êtes membre encore. Allez-y, 0826 300 300. Je vous donnerai la parole. Hein. Même si nous abordons d'autres sujets ici, vous le savez, la porte est ouverte. Je le dis tous les jours. Il est 10h57 déjà.